Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et également secrétaire du CSE de notre UES. Donc, bienvenue dans cette webconférence qui est à destination des élus de CSE. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne en France. Donc, Jury Travail, c'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique, une base documentaire fournie comportant de nombreux modèles de documents et de dossiers, le tout rédigé par une équipe de juristes. C'est également une équipe de juristes qui vous répond au téléphone sur dans nos locaux de La Rochelle, qui répondent donc à vos questions par email ou par téléphone. Et enfin, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Carrel, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour, merci. Pour cette webconférence, nous avons également souhaité faire appel à l'expertise de la société Motec, dont les salariés rédigent depuis 2003 les procès-verbaux de réunions de CSE pour une grande quantité d'IRP. Ils proposent des comptes rendus sur mesure et ils sont également actuellement les seuls acteurs du marché à être totalement compatibles avec la réglementation RGPD. Donc, nous accueillons avec plaisir Fabien Thomas. Bonjour Fabien. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Alors, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de nous envoyer toutes vos questions au préalable. Nous les avons transmises à Maître Carrel et Fabien Thomas qui vont y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une webconférence de 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions en live, vous pouvez le faire via l'outil du webinar. Et des juristes de l'équipe de Jury Travail sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Si vous avez besoin de conseils juridiques ou si vous avez également des questions à poser à Fabien Thomas sur les procès-verbaux de CSE et sur les solutions qu'il propose, nous avons également mis à disposition leurs coordonnées sur la présentation qui apparaît sur vos écrans. Donc, ultime précision, mais utile en cette période de pandémie et de crise sanitaire. Maître Carrel, Fabien Thomas et moi-même sommes dans des pièces totalement différentes et c'est pour ça que nous avons le plaisir de vous parler sans nos masques. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons reçu beaucoup de questions. Ce sujet vous a vraiment beaucoup intéressé. Et donc, ces questions ont été regroupées sous différentes thématiques. D'abord, quelques généralités sur le procès verbal, ensuite son format, les éléments obligatoires qu'il doit contenir, l'approbation du procès verbal et que se passe-t-il quand il y a litige entre les élus et la direction. Et nous terminerons par une question que les secrétaires en particulier et le reste des élus se posent beaucoup. Existe-t-il une forme idéale de procès verbal? Donc, commençons d'abord avec les généralités sur le procès verbal, avec deux questions que vous nous avez fait parvenir. Le procès verbal est-il obligatoire? Est-ce que c'est également le cas pour les entreprises de moins de 50 salariés? Maître Carrel, je vous laisse nous répondre. Alors, déjà, il faudra faire une différence à chaque fois et je vais le faire régulièrement. C'est donc entre les entreprises de 50 salariés et plus et de moins de 50 salariés. On aura des différences régulièrement. Sachant que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a très peu de formalisme finalement. C'est beaucoup plus simple. Et on parle de compte rendu, on ne parle pas de procès verbal. On considère que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors que dans une
une société d'au moins de 50 salariés et plus, pardon, on doit obligatoirement rédiger un procès-verbal. Voilà, donc là-dessus, pas de difficulté, c'est une obligation. Compte rendu obligatoire d'un côté et procès-verbal de l'autre obligatoire également. Très bien. Merci. Et donc, vous avez répondu à l'autre question sur la différence entre le compte-rendu de réunion et le procès-verbal. Pas tout à fait, juste je rentre 2 secondes en détail là-dessus. Oui, très bien. Entre procès-verbal et compte-rendu, la différence qui est faite, c'est que le compte-rendu, c'est véritablement une synthèse de ce qui s'est dit. On résume, c'est schématique, c'est pour rappeler les grandes lignes de ce qui s'est dit et les grands principes. Maintenant, sur le procès-verbal, que M. Thomas fera par la suite et expliquera le contenu, le but, c'est de relater les débats. Donc, on va rentrer beaucoup plus dans le détail et on peut relater complètement les débats, même de manière très exhaustive si on le souhaite, ce qui est complètement différent. Voilà, ça va pas avoir la même valeur derrière et le même objectif non plus. C'est pas du tout le même objectif au niveau du compte rendu. Le compte rendu est mis à disposition des salariés très peu de temps finalement et éventuellement à l'inspection du travail si besoin, mais ça s'arrête là. Alors que le procès-verbal aura vocation à être affiché au sein de l'entreprise. Donc on n'a pas vraiment le même objectif des deux éléments et on n'aborde pas forcément les choses de la même manière. Donc, il y a vraiment quand même une différence qui se fait. Ce qui ne veut pas dire que pour des entreprises de moins de 50 salariés qui ne peuvent pas faire procès-verbal. S'ils le souhaitent, ils peuvent. Mais ce n'est pas une obligation légale. Ça peut se prévoir dans le règlement intérieur du CSE, j'imagine. Alors, le règlement CSE, par contre, le règlement intérieur est obligatoire au-dessus de 50. En dessous, c'est pareil, ça reste une faculté. Donc, l'avantage de laisser la souplesse, c'est peut-être, déjà, sur des plus petites structures, ça permet quand même de plus de liberté là-dessus. Je pense que c'est pas mal, mais c'est possible en effet. Très bien, merci. Donc, je laisse maintenant la parole à Fabien Thomas qui va nous présenter rapidement ce que doit être un PV sur le fond. Oui, donc le PV sur le fond, maintenant, on verra le PV sur la forme plus tard. Et puis, une question qui intéressera beaucoup les gens, c'est aussi quel est le PV idéal à la fin. Donc là, je vais juste notifier un petit peu ce que doit vraiment contenir ou ne pas contenir le PV. Tout d'abord, il y a bien évidemment des généralités comme la date et le lieu de la séance, le nom des présents, en précisant à quel titre cette personne était là, président, secrétaire, membre titulaire, membre suppléant, les représentants syndicaux avec le nom de l'organisation qu'ils représentent, les experts, les personnes éventuellement invitées, ainsi que les personnes excusées. C'est important aussi de noter les personnes qui n'étaient pas présentes. Bien évidemment, les heures de début et de fin de séance ou la durée de la réunion. Derrière, il y a bien évidemment le premier et le dernier point d'un PV. En général, après avoir fait l'appel et lu l'ordre du jour, le premier point concerne bien souvent l'approbation du PV de la réunion précédente, si on a la chance de l'avoir, puisque les délais sont pas toujours respectés. Ça, c'est des choses qu'on verra dans les questions suivantes. Mais en tout cas, normalement, c'est souvent le cas. Et puis le dernier point, c'est en général la date, l'heure et puis le lieu de la réunion suivante. Derrière le format, alors le format, le secrétaire est le seul à apprécier ce qui doit être reproduit dans le principe. Il n'est pas tenu de retranscrire toutes les interventions. Après, le format est une question de choix des personnes qui décident du PV en lui-même. On verra qu'il y a quand même beaucoup de cas différents dans différentes sociétés et que je rencontre tous les jours, et Maître Carrel aussi a sûrement l'occasion de rencontrer régulièrement. Il y a des éléments essentiels qui doivent être notifiés, donc bien évidemment tous les débats et les votes qui ont lieu, les informations qui ont été communiquées par la direction au CSE, et bien évidemment les questions que ces informations ont suscitées, ainsi que les éléments de réponse qui ont été apportés. Au niveau des votes, alors ça c'est quelque chose d'important. Lorsque le comité procède à un vote, il est très important que le PV fasse apparaître de façon claire le nombre de votants en distinguant les votes pour, les votes contre et également les abstentions.
Les avis de rendu par le CSE doivent être indiqués aussi de façon très précise parce que c'est une décision clé pour le comité. Il s'engage vis-à-vis des salariés, mais aussi pour d'autres actions ultérieures qui seraient dues à ces informations. Et puis, les documents, le PV ne peut reprendre que ce qui a été dit en séance. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Une déclaration ou une question qui aurait été dite à la sortie de la réunion ou en aparté en cours de suspension de séance ne peut pas être retranscrite. Si le secrétaire veut la faire figurer au PV, il faudra qu'il l'évoque dans une réunion suivante. Et puis derrière, ce que je voulais voir aussi, c'est un petit peu ce que le PV ne doit pas contenir. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques éléments importants. Déjà, le PV ne peut pas enfreindre l'obligation de discrétion qui s'impose aux membres du comité et qui ne doit contenir aucune inexactitude, propos injurieux ou des allégations diffamatoires, même s'ils ont été tenus. Et ça, c'est la cassation sociale qui l'a noté, si de mémoire, je crois que c'était dans les début années 80 que ça avait été le cas. Donc c'est quelque chose qui est important. Peut-être que Maître Carrel a quelque chose qu'elle pourra rajouter à ça. Le PV aussi ne doit pas comporter de renseignements personnels purement privés. Donc, par exemple, si un salarié avait fait une demande de prêt, éventuellement, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas figurer dans le PV. Et puis, lorsque l'employeur donne des informations aussi sous le sceau de la confidentialité, le secrétaire ne peut pas les reproduire au PV. Alors, attention pour que ce soit le cas et que cette information reste confidentielle, il faut que l'employeur l'ait expressément dit aux membres du CSE au plus tard lors de la réunion. Donc ça, c'est important de distinguer les moments off. Voilà. Ça, c'est un petit peu sur le fond ce que je pourrais dire sur le PV en généralité. Maintenant, il y a énorme chaque point que j'ai donné peut donner suite à un développement, mais voilà un petit peu sur schématiquement. Oui, alors une petite précision que je comptais, que je tenais à apporter également par rapport à ce que vous disiez sur les votes, le nombre de votants, les votes pour, les votes contre. Le mode du vote est également important à mentionner dans certains cas. Entre autres, dans le cadre d'une demande de rupture conventionnelle d'un élu, par exemple, les élus doivent tous voter à bulletin secret et il est important de le mentionner dans le PV, car ce PV est transmis à la directe ensuite qui devra accepter ou non la rupture conventionnelle de l'élu. C'était une petite aventure personnelle qui nous est arrivée. Nous avions oublié une fois, donc je tenais à vous faire partager cette info qui est un détail pour bon nombre d'élus, mais dans certains cas, le vote est vraiment très réglementé. Il faut le mentionner, la manière dont les gens ont voté dans le PV également. Alors, on va partir sur quelques petits points spécifiques. Maître Carrel, donc qui rédige le procès-verbal? Alors, autre question qui nous a été posée, est-ce légal si l'employeur ou le responsable des ressources humaines s'en charge? Y a-t-il des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés? Et le règlement intérieur du CSE peut-il prévoir des dispositions particulières? Alors, je vais répondre à la question tant attendue. Seul le secrétaire a le droit de rédiger le PV. Il n'y a pas d'exception, c'est la règle. C'est le Code du travail qui le définit. Après, l'employeur donc n'a pas à intervenir dans la rédaction d'un PV, n'a pas à y participer, donc c'est pas lui qui le rédige, il n'est pas co-auteur non plus. En revanche, il n'est pas interdit à un employeur de faire un brouillon, une sorte de brouillon de procès-verbal quand, imaginons que le secrétaire ou la secrétaire est empêché pour X ou Y raison et qu'il y a un besoin essentiel de ce PV, c'est possible, mais c'est pas un PV, c'est un brouillon, c'est une première tentative. Donc là, vraiment, il faut vraiment rentrer dans cette idée-là que l'employeur n'a pas la possibilité de rédiger à la place du secrétaire. Là, on parle des sociétés qui ont donc au moins plus de 50 salariés. En dessous de 50 salariés, je vous rappelle, on parle de compte rendu. Sur le compte rendu, là,
c'est complètement libre, on s'organise comme on le souhaite. L'employeur peut proposer quelque chose, le salarié peut, le CSE peut proposer quelque chose aussi, mais il n'y a pas d'obligation que ce soit l'un ou l'autre qui rédige, parce que ce n'a pas la même vocation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je voulais juste apporter une précision par rapport encore à ça, sur le rédacteur. Il est possible, en revanche, de faire intervenir une personne étrangère, entre guillemets étrangère, bien évidemment, au CSE pour aider à la rédaction. C'est quand on fait intervenir, par exemple, une sténodactylo qui va venir participer à la réunion uniquement pour prendre en note. Parce que des fois, c'est difficile, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut relater les débats, et c'est pas toujours évident. Donc, c'est possible à certaines conditions si c'est prévu à l'avance. C'est-à-dire que si le CSE le dit dès le départ, au début de la réunion, et que c'est acté par le CSE. Voilà. Ou alors, ça peut être prévu dans le règlement intérieur aussi du CSE qui a été prévu dès le départ. Il n'y a pas de difficulté, mais il faut le prévoir. Si vous ne l'avez pas prévu, que vous faites rentrer quelqu'un d'étranger, la séance ne sera pas valide et votre PV va être annulé automatiquement derrière. Pour répondre, il y avait une autre question derrière. Donc, vous disiez est-ce que le règlement intérieur peut prévoir des choses particulières? Oui. Ça fait partie du fonctionnement du CSE. Donc, il faut bien à chaque fois vérifier si dans votre règlement intérieur, vous avez des choses particulières. Donc, toutes les modalités de mise en œuvre du PV, par principe, c'est un accord collectif quand il y a un délégué syndical. Sinon, c'est un accord entre le CSE et l'employeur. Ça, je parle des modalités de manière générale. Et à défaut, dans ces cas-là, on reviendra sur les textes de loi qui sont prévus dans le Code du travail, mais qui sont très succinctes. Donc, il faut essayer d'anticiper et de prévoir si vous le souhaitez. Alors après, je ne suis pas favorable à tout marquer pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, vous enlevez des libertés et des possibilités par la suite pour diverses raisons. Voilà. Très bien, merci. Alors, autre question qui nous a été également envoyée, existe-t-il des délais de diffusion du procès-verbal aux élus et à la direction? Alors, en fait, il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a pas beaucoup de délais qui sont prévus dans le Code du travail. Vous avez un point. Les modalités, c'est vous avez la réunion. À partir du moment où vous avez votre réunion, vous avez 15 jours pour rédiger, faire une proposition de rédaction de PV aux autres membres et transmettre à l'employeur. Et ensuite, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est à la réunion suivante qu'on va approuver le PV. Et ensuite, on pourra le diffuser. Mais là, il n'y a pas de délai sur ces parties-là. Il n'y a rien. Sachant que comme on a des réunions qui sont quand même régulières, qui sont tous les mois, pour certaines structures, ça dépend en fait du nombre, mais régulières de toute manière, systématiquement, la diffusion va arriver. Vous allez avoir un délai du fait des réunions qui s'enchaînent les unes après les autres. Mais sinon, il n'y a pas de délai légal pour diffuser. Très bien, merci beaucoup. Une réunion de CSE peut-elle être enregistrée en vue d'établir le procès-verbal? Et encore une fois, cette disposition doit-elle être prévue dans le règlement intérieur? Alors, il est possible. Donc, déjà, première chose, c'est la partie enregistrement n'est prévue que pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est donc on peut prévoir, on vise l'enregistrement et la sténographie, c'est les deux choses. Donc c'est soit la demande de l'employeur qui peut décider l'enregistrement et dans ces cas-là, les frais d'enregistrement seront à la charge de l'employeur. Soit c'est le CSE qui décide de le mettre en place par une décision interne, pareil au début de la réunion, il n'y a pas de difficulté, et l'employeur ne pourra pas s'y opposer, sauf uniquement sur les fameuses données confidentielles dont vous indiquiez tout à l'heure les informations, notamment les procédés de fabrication, la BDES, tout ce que vous aurez là-dessus, donc sera limité. Et dernier point, il y a une autre obligation, et la dernière, c'est l'obligation de discrétion de la personne étrangère qui viendrait éventuellement prendre des notes. Donc là, pareil, il a une obligation de discrétion, comme les élus, comme toutes les personnes présentes au sein du CSE ce jour-là. Donc, aucune difficulté pour enregistrer. Pour les entreprises de plus de 50 salariés. En dessous de 50 salariés, on n'a rien de prévu. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est juste qu'il faut le prévoir également et l'anticiper. Alors, est-ce que ça peut être prévu dans le règlement intérieur? Oui, ça reste une modalité de fonctionnement, c'est la même chose, ce n'est pas une obligation. Par contre, se pose une question, à mon sens, aujourd'hui, c'est par rapport à la visioconférence. Parce que la visioconférence est enregistrée la plupart du temps. Enfin, en tout cas, on a la possibilité d'enregistrer et pas avoir trop de difficultés. Et on ne peut pas s'assurer des personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Et donc, c'est assez réglementé puisque il y a des choses qui sont passées dessus aujourd'hui, parce que pratiquement toutes les réunions se font en visio aujourd'hui. Tout à fait. Mais vous avez, excusez-moi, vous avez la possibilité de le faire depuis un petit moment. Donc, je rappelle juste, pour les entreprises de plus de 50 salariés, pas de difficulté. Pour ceux en dessous, c'était limité à 3 par année civile. Mais il faut pouvoir identifier les personnes. Identifier, donc il faut avoir le son, l'image. Et pour le bulletin à vote secret, c'est difficile aussi de justifier. Il faut avoir toutes les modalités. Donc, je vous dis juste ça parce qu'il faut quand même y faire attention du fait qu'on peut enregistrer. C'est facile, hein. C'est très facile avec un téléphone portable. Après, quelle est la valeur de cet enregistrement? C'est encore une autre question. Tout à fait. On en reparlera d'ailleurs dans la question qui suit, qui traite des désaccords entre la direction et les élus sur le contenu du procès-verbal. Donc, que doit-on faire dans ce cas-là? Une autre question qui est formulée énormément, le président du CSE participe-t-il au vote d'approbation du procès-verbal? La direction peut-elle imposer des modifications au procès-verbal et notamment modifier le sens de certaines de leurs interventions? Des fois, ils se rendent compte qu'ils ont parlé un petit peu trop et ils aimeraient rétropédaler dans le procès-verbal. Et en dernier lieu, du coup, est-ce que l'enregistrement de la réunion peut arbitrer d'une certaine manière les divergences entre la direction et les élus? Alors, on va partir du principe qui a été fixé par la loi, qui est le seul maître du PV, c'est le secrétaire. Donc, si on part de là, à partir de ce moment-là, déjà, l'employeur n'a pas la possibilité de modifier quoi que ce soit dans un PV. C'est au secrétaire de le rédiger, de proposer un projet, et l'employeur a la possibilité, en revanche, de répondre à certains éléments et faire des propositions qui seront annexées au PV. Donc, il a, entre guillemets, un droit de réponse, on va dire, il va pouvoir répondre, mais il ne va pas pouvoir modifier ce qui a été rédigé. En tout cas, normalement, non. Après, si vous êtes d'accord pour modifier, vous êtes d'accord, c'est pas une difficulté, mais vous n'avez pas d'obligation à le faire. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Sur la difficulté après la question du vote d'approbation. Est-ce que l'employeur a le droit de participer au vote d'approbation du PV? Alors, ça pose une vraie question parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tranché aujourd'hui. Il faut savoir que l'employeur, le principe, ne peut voter que sur ne peut pas voter sur tout ce qui est consultation relatif à la délégation du personnel. Donc, on considère que tout ce qui concerne les mesures d'administration, l'employeur peut voter et pour le reste, il ne peut pas. Maintenant, le PV, est-ce que ça fait partie d'une mesure d'administration interne du comité ou est-ce que c'est autre chose? Toute la question est là. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un acte d'administration et donc il devrait voter, mais ça reste une interprétation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de texte, on n'a absolument rien. Et la difficulté, c'est que si on considère qu'il doit voter, que se passe-t-il quand s'il refuse? Comment on gère la situation derrière s'il refuse de le voter? Ça pose une difficulté. Donc, c'est là où c'est un peu difficile de répondre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un flou et que chacun fait comme il le pense. Et au mieux, on va dire, rien n'est décidé. Il n'y a aucune décision de justice sur ce point-là aujourd'hui. Et bien sûr, le législateur n'a pas tranché la question et ne s'est même pas posé la question. Donc, si on voulait être logique, mesure d'administration interne du comité, bah oui, le PV, c'est par rapport au fonctionnement. Donc oui, ça me paraît très logique. Et donc, dans ces cas-là, il devrait voter. Très bien. Et en cas de désaccord, donc là aussi, flou un petit peu sur le sujet. Et ça arrive malheureusement assez souvent et effectivement, les élus se retrouvent assez souvent démunis. Alors, juste, je précisais, c'est pas parce que l'employeur n'est pas d'accord avec le PV qu'il ne pourra pas être diffusé. Oui, d'accord. Ça n'empêche pas derrière. Une précision importante, en effet, oui. Voilà, ça n'empêche pas le déroulement derrière, parce que je vous rappelle, le PV appartient au CSE et au secrétaire. Oui.
D'ailleurs, si je peux me permettre, on voit très souvent des directions qui usent de ce faux argument inexistant pour dire, bah oui, mais nous, on veut pas le signer, donc il n'est pas possible de le diffuser. Et bon nombre d'élus qui connaissent pas forcément leurs droits ou qui n'ont jamais été mis devant le fait accompli ne le savent pas et gardent cette pile de PV qu'ils n'ont pas pu, comment dire, afficher. Il y a aussi autre chose qui est très important. J'ai eu le cas d'ailleurs avec un client dans le cadre d'une démarche judiciaire. Donc c'était devant un tribunal et où les élus avaient donc rédigé leur PV et la direction, le jour où ils étaient arrivés en disant ben voilà, on passe par un prestataire, la direction a fait non, 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 pas du tout, on va faire notre PV. Et donc la direction rédigeait son PV en parallèle de celui qui était rédigé par les élus. Il faut savoir que lors de cette démarche judiciaire, la direction qui est arrivée avec sa pile de PV, ben, on lui a dit que vous pouvez la mettre à la poubelle, parce que le seul PV que nous, on va prendre en compte, c'est le PV qui a été rédigé par l'instance et le secrétaire. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir au niveau des élus, c'est que malgré peut-être les cordes que pourrait tirer la direction, sans dire que la direction est toujours non plus la mauvaise personne dans l'histoire, mais en tout cas, dans cette histoire-là, elle n'a pas le droit. Elle peut, si elle veut, rédiger un PV, mais il sera caduc en cas de démarche. En fait, c'est du délit d'entrave. Hein. Là, pour le coup, un employeur, s'il propose il propose un projet de PV, et c'est souvent, on le voit très, très régulièrement. Oui. C'est un délit d'entrave. Ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Et voilà. Donc, c'est vraiment une atteinte. Merci beaucoup de ces précisions utiles. Je crois que j'avais oublié de répondre juste à un point sur l'enregistrement de la réunion. Peut-il arbitrer les divergences? Oui. Alors après, ben, écoutez, pourquoi pas. À la base, l'enregistrement, c'est pas pour cette raison-là. Donc, si en début de réunion, vous marquez que vous allez enregistrer pour pouvoir rédiger le PV, si vous en servez pour autre chose, ça va être compliqué. Si vous marquez pas plus de précision et que vous dites j'autorise l'enregistrement, sans expliquer pourquoi pas. Voilà. D'accord, très bien. Alors, autre question qui se pose, le procès verbal doit-il être obligatoirement signé? Et si oui, par qui? Est-ce qu'un procès verbal qui n'aurait pas été signé a une valeur juridique et peut-il être diffusé? Alors, il n'y a aucune obligation pour que les PV soient signés. Dans la loi, rien n'est prévu pour une obligation. Ça ne vous empêche pas, enfin, si vous le souhaitez, par contre, vous pouvez le signer. Alors, c'est vrai que d'un point de vue pratique, je me dis, comme des fois, il y a plusieurs projets, si on en a un de signé, au moins, on est sûr de la dernière version et que c'est bien celui-ci qui est le bon. Ça peut être une possibilité. Donc maintenant, voilà, si vous faites signer, par qui vous faites signer? Ben, alors là, c'est pareil. Hein. Le secrétaire, bien évidemment, ou en tout cas les membres du CSE, si on est en dessous, pas de difficulté. L'employeur, bah, si vous avez envie, pourquoi pas. Mais qui signe ou qui signe pas, de toute manière, ça n'empêchera pas la diffusion du PV derrière. Et ça n'atteindra pas la validité du PV. Il faut bien vous mettre cette idée en tête. Ça n'a pas d'incidence. Donc, signer ou pas signer n'a aucune importance. Donc, la valeur juridique du PV, j'y reviens en même temps, j'en profite. Ce document est très, très important puisqu'il a une valeur en justice. Alors, je pense que je vais commencer à enquêter sur la question suivante. D'ailleurs, c'est la question suivante, justement. Voilà. Oui. Alors, mais on peut peut-être les lier, effectivement. Les questions suivantes, c'était sur les points de vigilance qu'on doit avoir dans le cadre de la rédaction d'un procès verbal en cas de saisie d'un tribunal à l'encontre de l'employeur. Et y a-t-il des formalismes particuliers à mettre en place en cas, par exemple, de droit d'alerte que pourraient faire valoir des élus? Alors, je vais prendre un peu de temps et insister sur ce point-là parce que pour le coup, moi, je le vis en direct dans mes procédures. Donc, je vois bien les difficultés que ça représente quand les PV sont mal rédigés ou pas assez bien rédigés, dirons-nous. Donc, comme je vous l'ai dit, le PV et le compte-rendu, mais surtout le PV a une valeur juridique très importante puisqu'il a, devant la justice civile, c'est une preuve.
Donc, si vous avez, par exemple, alerté l'employeur sur une difficulté particulière et donc vous avez formé un droit d'alerte et qu'ensuite vous avez envisagé une expertise, si vous avez mal rédigé votre PV, du coup, votre expertise va systématiquement va pas fonctionner et donc l'employeur va demander la nullité en référé au tribunal judiciaire du PV et donc vous ne pourrez pas demander l'expertise. Donc, on va être bloqué. Donc ça, c'est vraiment très important là-dessus. Alors ça, c'est force probante en justice civile. Au pénal, en revanche, ça n'a qu'une valeur de commencement de preuve. Hein. C'est juste un renseignement comme si vous aviez fait un compte-rendu basique, une synthèse. Donc c'est vraiment devant la justice civile. Je vous donne un cas que j'ai eu en réel, c'est-à-dire qu'une fois, donc on était en cadre d'une réorganisation de service où donc on a fait valoir un droit d'alerte parce qu'il y avait des grosses difficultés au sein de cette réorganisation qui se passait extrêmement mal. Et précipité par la situation, le CSE a pris la décision donc, de faire ce droit d'alerte et l'a rédigé d'une manière un peu particulière et il s'est trompé de fondement. C'est-à-dire que, quand vous parlez de droit d'alerte, il y a le risque grave et imminent, mais il y a aussi dans le cadre de réorganisation de service, il y a 2 cas différents. Et là, il a utilisé le mauvais cas, il a pris le danger grave et imminent. Alors certes, il y en avait un puisqu'on avait quand même une tentative de suicide derrière, donc il y avait vraiment un danger grave et imminent. Mais la raison première, c'était la réorganisation du service. Conséquence, quand ils ont voulu demander l'expertise derrière, l'employeur a attaqué, a demandé du coup forcément la nullité du PV sur le droit d'alerte et l'expertise tombait de fait. Hein, donc, bon, après, il y a d'autres techniques, il y a d'autres choses qui ont été mises en œuvre par le tribunal judiciaire. On a fini par trouver un accord, mais on a perdu du temps. On a perdu 6 mois avec cette histoire. Ce qui était quand même bien dommage parce que c'était juste une erreur. Alors, si vous avez un doute en tant qu'élu et que vous êtes dans une situation très compliquée, parce que là, on parle des droits d'alerte et en général, c'est parce qu'il faut aller vite dans ces cas-là et on le fait un peu dans la précipitation. Rien ne vous empêche, au moment de la réunion, de prendre le temps de demander une suspension pour aller, même très courte, mais pour aller demander un avis extérieur. Vous pouvez avoir un avocat, un expert comptable ou d'autres personnes à contacter, se réunir et pour dire voilà, qu'est-ce qu'on va proposer réellement, qu'est-ce que ça va être ce droit d'alerte, pour rédiger correctement votre PV et qu'on n'ait pas de difficultés par la suite et qu'on ne se retrouve pas en justice derrière. Parce qu'on perd trop de temps et la conséquence, elle est directe. Hein. Si on est dans le cas d'un droit d'alerte, c'est qu'il y a un danger quelque part et c'est les salariés qui vont en pâtir. Donc, on va perdre du temps par rapport à ces personnes-là. Voilà. Là, je voulais vraiment vous alerter de l'importance de la rédaction de ces PV, notamment dans ces cas-là, qui nécessitent, qui suscitent derrière des contentieux assez importants, parce que c'est une des premières sources de contentieux sur les PV. C'est les expertises. C'est les demandes d'expertise. Et effectivement, de mon expérience d'élu, même si c'est pas toujours facile à mettre en place en face d'une direction qu'on chasse momentanément de la salle, les suspensions de séance sont très utiles. Il ne faut vraiment pas hésiter à y avoir recours, quitte effectivement à pouvoir téléphoner à des tiers pour se faire conseiller au cours de cette suspension de séance. Donc parlons maintenant de la forme du procès verbal et je cède la parole du coup à Fabien Thomas qui va nous livrer donc son expérience et son savoir-faire sur le sujet. Nous vous écoutons. Alors merci Myriam. Donc le PV sur la forme, bon alors je vais avoir deux petits points en gros que je vais aborder. Le premier c'est le côté de la synthèse et le deuxième plus dit le mot à mot. Il existe énormément de formats. Dans notre métier de rédaction, nous faisons du sur-mesure, donc il y a vraiment pléthore de formats qui existent. Mais dans le principe, soit on rédige tout ce qui a été dit, soit on fait une synthèse, qu'elle soit plus ou moins importante. Alors, dans la majorité des cas, d'ailleurs, le PV, c'est une synthèse des débats et ne contient qu'un résumé des délibérations qui est bien évidemment assorti des résolutions et des avis émis par le comité. Présenter le PV sous forme de résumé présente l'avantage de synthétiser les positions des uns et des autres et donc de fournir un document qui n'est pas trop long. Et les salariés sont donc plus enclins souvent à le lire. Par ailleurs, ce mode de présentation donne plusieurs choix possibles pour la diffusion, puisque le PV pourra être affiché sur les panneaux d'affichage réservés au CSE,
Il pourrait être mis à disposition sous forme papier, en laissant un certain nombre d'exemplaires, par exemple dans le local du CE ou ailleurs. Il peut être envoyé sur le site internet du CSE, dans un espace spécialement réservé à la communication des PV, ou en libre consultation sur une application installée sur le mobile des salariés, moyennant bien évidemment par contre un login et un mot de passe pour y accéder. Et dernière chose, alors si l'employeur est d'accord, il est possible de l'envoyer par email aux salariés. Donc ça c'est possible, mais il faut que l'employeur soit d'accord. Donc ça c'est l'avantage de faire un PV qui soit synthétique et pas trop long. Il y a des avantages et des inconvénients de toute façon dans tous les cas, plus ou moins en fonction de la situation. C'est pour ça qu'il faut choisir celui qui vous convient. Concernant le document donc mot à mot, retranscrire en mot à mot les propos exacts de chaque participant simplifie le travail déjà du secrétaire, dans le sens où effectivement ça prend plus de temps souvent de rédiger le mot à mot, mais il est plus facile à rédiger puisque on se contente de reproduire exactement tout le déroulé de la réunion. C'est juste bien évidemment un exercice de style pour passer de l'oral au littéral, puisque si on écoute un enregistrement ou qu'on travaille sur la base de notes, on voit que les gens se coupent la parole, finissent pas forcément leur phrase, commencent autre chose et reviennent sur un autre sujet. Donc, il faut faire en sorte que ce soit agréable à lire. Mais c'est les seules modifications en gros. Le PV, je le rappelle, ne doit pas comporter de renseignements purement privés. Donc, même en mot à mot, sont exempts de citation toutes les informations personnelles. Je parlais d'ailleurs d'une demande éventuelle de prêt d'un salarié qui est quelque chose de vraiment personnel. Derrière, le PV qui sera obtenu sera parfaitement fidèle, puisque le secrétaire va reprendre les mêmes termes que ceux qui sont utilisés par l'intervenant. Cette formule-là, elle a l'avantage de montrer réellement l'implication de tel ou tel membre du CSE et de plonger également les salariés en réunion comme s'ils étaient. D'un autre côté, cette formule présente aussi des inconvénients. Il est souvent impossible d'afficher un compte rendu trop long sur des panneaux d'affichage, puisqu'il faut savoir, par exemple, qu'un mot à mot, en fonction de la densité d'une réunion, on parle de souvent du 15 pages par heure à peu près, ce qui est vraiment énorme. Les gens se rendent pas compte au niveau du mot à mot ce que ça représente, mais sur une réunion de 3 heures, ça fait facilement entre 45 et 55 pages A4. Donc quelqu'un qui n'est pas un lecteur, même quelqu'un qui est un lecteur, à part l'avoir sur sa table de chevet, ça peut prendre vraiment énormément de temps à certains de lire et décourager beaucoup. Donc parfois c'est à l'encontre de la communication qui peut être faite avec le PV. Derrière, effectivement, le distribuer sous un format papier, si c'est un document de 60 pages, ça a un coût important, surtout si on veut faire plusieurs exemplaires. Voilà, c'est un petit bémol. Et puis dernière chose, ça va un petit peu à l'encontre de ce que les élus souvent veulent faire, dans le sens où ils veulent communiquer aux salariés ce qui est en train de se passer. Ils ont envie que les salariés se sentent concernés par ce que les personnes qu'ils ont élues font et sont leurs représentants. Donc effectivement, le mot à mot, c'est souvent quelque chose que les gens ont par tradition ou par souci d'archivage, ou on verra sur une question à laquelle je répondrai un petit peu plus tard au niveau du PV idéal. Il y a chaque situation a entre guillemets un idéal, même s'il n'y a pas le PV idéal pour tout le monde ou universel. Très bien. Alors justement, il nous reste 5 minutes pour traiter nos 2 dernières questions. Donc le temps file vite. Sous quelle forme pouvons-nous communiquer des informations aux salariés entre 2 réunions de CSE en attendant que le PV soit validé à la séance suivante? Un flash info CSE est-il possible? L'employeur peut-il s'y opposer? Je précise en effet qu'avec les dernières
réforme et le passage au CSE, souvent maintenant les instances qui avaient l'habitude de se retrouver une fois par mois ne se retrouvent plus qu'une fois tous les 2 mois et dans certains cas, 2 mois, ça paraît une éternité. Nous vous écoutons, maître Carrel. Alors, communication, donc entre des réunions avec les salariés, donc il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire que les membres du CSE sont libres d'échanger avec les salariés sur ce qui s'est dit en réunion. Bien sûr, je mets entre parenthèses tout ce qui est confidentiel, hein, on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Bien évidemment. Même si le PV n'a pas été encore validé ou diffusé, peu importe, ça c'est la direction du travail qui l'avait précisé, hein, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est relater les débats qui ont été évoqués. Donc, vous pouvez donner les grandes lignes, vous pouvez faire des tracts si vous voulez, diffuser ce que vous souhaitez, mais en revanche, vous ne pourrez pas relater le contenu même, enfin vraiment les débats, les avis des uns, les votes, tout ça reste quelque chose de confidentiel. En revanche, les grandes décisions qui ont été prises, ça ne pose aucune difficulté. Ça a été jugé à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de difficulté, sachant que les membres, en plus du CSE, peuvent très bien prendre des notes à titre personnel aussi. Donc, ça ne pose pas de difficulté pour communiquer entre ces moments-là. Et comme je vous ai dit, peu importe si le PV a été approuvé et qui n'a pas été encore approuvé ou pas diffusé. Donc, ça ne pose aucune difficulté dans la limite de données confidentielles et bien évidemment débat. Très bien, merci beaucoup, maître. Et donc, dernière question pour vous, Fabien. Donc, au vu de vos expériences auprès de vos nombreux clients, et c'est une question que tout le monde se pose, quelle est la forme idéale d'un PV de CSE? Et ce sera notre conclusion. Je vais essayer d'être très rapide et de tenir en 1 ou 2 minutes. C'est court, mais voilà. Alors, y a-t-il une forme idéale? Déjà, c'est une très bonne question que tout le monde se pose, hein. Je pense que tout le monde se l'est posée ou va se la poser en étant élu. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans la recherche du PV idéal. Par expérience, je peux dire que déjà la réponse peut être différente pour chaque comité parce que c'est déterminé par différents facteurs. La première chose que je dirais, c'est de déterminer déjà les priorités. Si les personnes sont dans une situation tendue ou un PSE ou lors de réunions qui sont cruciales pour telle ou telle raison, les gens pourront décider de partir sur un format plus important, très détaillé, voire aller jusqu'au mot à mot. Si par contre les élus veulent que le PV soit lu le plus possible par les salariés, comme je disais auparavant, il serait important qu'il soit pas trop long. Donc partir peut-être sur un format adapté, un compromis entre la synthèse et un PV détaillé. Il existe aussi la possibilité de faire en plus du PV, et j'ai beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça d'ailleurs, une mini-synthèse ou un relevé de décision, c'est-à-dire un PV un format de 2-3 pages qui reprend les questions posées et les réponses apportées, les votes de manière claire, ce qui permet d'avoir un document très court que beaucoup de gens liront et qui favorisera l'implication des salariés parce qu'ils seront en fait de ce que les élus font pour eux. Et c'est une chose très importante parce que c'est souvent trop peu souvent le cas. Pour vous donner un exemple, chez Motec, déjà on rédige près de plus de 4000 PV par an pour 200 IRP, donc on rencontre vraiment quasiment tous les cas qui peuvent se présenter. 50% d'entre eux sont sur un même format, qui est un format de 3 pages de l'heure, qui est un compromis. Maintenant, après, ils peuvent changer d'une réunion à l'autre, et ce que font les élus parfois quand ils rédigent eux-mêmes aussi, ils n'ont jamais le même nombre de pages. Il est possible de le faire. Après, ça, c'est une technique de rédaction, mais voilà. Et puis, dernière chose très importante aujourd'hui, c'est que toutes les réunions sont quasiment enregistrées. On le voit avec la visio, de toute façon, là, c'est quasiment automatique. Mais de plus en plus, les gens n'ont plus peur de l'enregistrement. Et donc, les formats synthétiques permettent d'être plus mis en avant dans le sens où on peut revenir sur une décision parce que l'enregistrement est là. Donc, on peut revenir sur un point peut-être qui aurait besoin d'être détaillé. Voilà. Voilà pourquoi les mots à mots étaient plus utilisés dans le passé, moins aujourd'hui, mais toujours, tout dépend des cas. Très bien. Et rien n'empêche de faire des mixtes, faire du mot à mot sur une partie particulièrement cruciale de la réunion pour revenir
un format un peu plus synthétique pour la suite. Exactement. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci Fabien, merci Maître Carrel. J'espère à tous que ce format vous a plu et que vous aurez eu des réponses à toutes vos questions. Et si vous aviez d'autres questions, je vous rappelle que vous avez sur l'écran les coordonnées de Maître Carrel ainsi que celles de Fabien Thomas. N'hésitez pas à les contacter. J'invite également les élus qui ne seraient pas encore présents sur nos groupes privés à nous rejoindre dans les groupes privés Facebook et LinkedIn que nous avons créés donc à destination des élus et nous pourrons donc continuer les échanges à ce sujet et sur bien d'autres sujets également. Merci encore, Maître Carrel et Fabien, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Et merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir, à bientôt et prenez soin de vous.